En 2013, quand les soldats français sont descendus des avions à Bamako, la foule les a accueillis comme des libérateurs. On agitait des drapeaux tricolores. Des mères soulevaient leurs enfants pour qu'ils voient passer les militaires. On scandait « Merci la France ». 10 ans plus tard, dans cette même ville, on brûle ces mêmes drapeaux. La France a quitté le Mali, puis le Burkina Faso, puis le Niger. Chassée, humiliée, remplacée. En moins de 3 ans, elle a perdu au Sahel une influence qu'elle avait mis plus d'un siècle à construire. Et elle l'a perdue sans avoir été vaincue une seule fois sur le champ de bataille. Mais le plus troublant, ce n'est pas son départ, c'est ce qui s'est passé après. Car les djihadistes qu'elle était venue combattre, eux, ne sont pas repartis. Aujourd'hui, ils sont aux portes des capitales. Et la capitale du Mali elle-même se retrouve asphyxiée, privée de carburant, encerclée par ceux que 10 ans de guerre n'ont pas réussi à arrêter. Comment la France a-t-elle pu tout perdre aussi vite? Et pourquoi ceux qui l'ont chassée se retrouvent-ils, aujourd'hui, dans une situation encore pire? Voici l'histoire de la débâcle française au Sahel. Bienvenue à travers l'histoire. Regardez une carte de l'Afrique et vous verrez une longue bande de terre qui court d'un océan à l'autre, juste sous le Sahara. Ni tout à fait désert, ni tout à fait savane. C'est le Sahel. Le mot vient de l'arabe « sahil » qui signifie « le rivage d'un océan de sable. C'est une terre immense, pauvre en pluie, mais pas en richesse. Sous ce sol sec dorment de l'or, du pétrole et surtout de l'uranium. Et c'est là que se cache le premier paradoxe de cette histoire. Pendant des années, une partie de l'uranium qui alimentait les centrales nucléaires françaises, l'uranium qui éclairait les foyers de Paris, sortait du sous-sol du Niger. Pendant ce temps, le Niger restait l'un des pays les plus pauvres et les moins électrifiés de la planète. Des villages plongés dans le noir, à quelques kilomètres des mines qui illuminaient une autre nation, à des milliers de kilomètres de là. Retenez ce détail. Il expliquera beaucoup de choses. Pour comprendre comment tout s'est effondré, il faut remonter aux indépendances. En 1960, la France quitte officiellement ses colonies d'Afrique de l'Ouest. Officiellement, car dans les faits, elle ne part jamais vraiment. Elle garde des bases militaires, des accords de défense, des liens économiques profonds. Elle garde surtout une monnaie, le franc CFA, une devise africaine dont les règles étaient, pendant longtemps, gérées depuis Paris. On a donné un nom à ce système, la France-Afrique. Un réseau discret de présidents amis, de contrats pétroliers, d'interventions militaires et de services rendus. Pour la France, c'était le moyen de rester une grande puissance bien au-delà de sa taille réelle. Pour beaucoup d'Africains, c'était une indépendance qui n'en était pas tout à fait une. Pendant des décennies, ce système a tenu. Et puis, à des milliers de kilomètres de là, un homme est tombé. Et tout a basculé. En 2011, la France, à la tête d'une coalition, participe au renversement de Mouammar Kadhafi en Libye. Sur le moment, cela ressemble à une victoire. Mais la chute de Kadhafi ouvre les portes de ses arsenaux. Des milliers d'armes de guerre se déversent vers le sud, et avec elles, des combattants aguerris rentrent chez eux, dans le nord du Mali. C'est ici que l'histoire devient cruellement ironique. L'intervention française en Libye a, sans le vouloir, allumé la mèche du chaos sahélien que la France passera ensuite 10 ans à essayer d'éteindre. Début 2012, le nord du Mali s'embrase. Une rébellion touareg prend les armes. Puis, très vite, des groupes armés islamistes détournent ce soulèvement à leur profit. Ils s'emparent de villes mythiques, Tombouctou, Gao, Kidal. Ils imposent leurs lois, détruisent des mausolées vieux de plusieurs siècles. En quelques mois, un territoire grand comme la France passe hors de tout contrôle.
et une colonne djihadiste se met en marche vers le sud, vers Bamako. C'est un appel au secours du gouvernement malien qui déclenche tout. En janvier 2013, la France lance l'opération Serval. Des rafales décollent, des soldats se déploient et l'avancée djihadiste est stoppée net. Les villes du nord sont reprises. Sur le moment, c'est un succès militaire éclatant. Et c'est le moment de ces foules en liesse, de ces drapeaux français agités dans les rues de Bamako. La France, à cet instant précis, est au sommet. Elle est la puissance qui a sauvé un pays. Personne, ce jour-là, n'imagine que c'est le début de la fin. Si cette histoire vous passionne autant qu'elle nous passionne, prenez une seconde pour vous abonner à travers l'histoire et activer la cloche. Chaque semaine, nous racontons ces basculements que l'on croyait connaître et qui cachent presque toujours autre chose. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Parce que la manière dont la France a été chassée est déjà surprenante. Mais ce qui s'est passé après son départ l'est encore davantage. Reprenons. Après Serval, la France croit avoir gagné. En réalité, elle vient seulement de s'engager dans une guerre qui n'a pas de fin claire. En 2014, Serval devient Barkhane, une opération bien plus large. Des milliers de soldats déployés non plus sur un seul pays, mais sur 5. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie. Et là, quelque chose d'étrange se produit. Plus la France reste, plus la violence se répand. Les groupes djihadistes ne disparaissent pas, ils se transforment. Ils se fondent dans les populations, changent de nom, se divisent en 2 grandes familles rivales, l'une liée à Al-Qaïda, l'autre à l'État islamique. La guerre quitte les déserts du Nord et descend vers le centre du Mali, puis déborde au Burkina Faso, puis au Niger. Des régions entières deviennent des zones où l'État n'existe plus. Des millions de personnes fuient, des écoles ferment par milliers. Et une question, peu à peu, s'installe dans les esprits sahéliens. Une question terrible. Si l'armée la plus puissante de la région est là depuis des années, pourquoi la situation ne fait-elle qu'empirer? À partir de là, la bataille se déplace. Elle ne se joue plus seulement sur le terrain, elle se joue dans les têtes. Un profond ressentiment monte contre la France. Il se nourrit de tout, du souvenir colonial, du franc CFA, de cet uranium nigérien qui éclaire Paris pendant que le Niger reste dans le noir. Il se nourrit aussi de l'impression que la France soutient des gouvernements corrompus et impopulaires, tant qu'ils lui restent fidèles. Et sur ce terrain déjà fragile, une autre puissance s'avance, méthodique, la Russie. Car la Russie a compris quelque chose avant la France, que cette guerre-là se gagnerait d'abord sur les écrans de téléphone, à travers des réseaux d'influence, des pages virales, des rumeurs savamment orchestrées. Un récit simple se répand dans toute la région. La France ne vous protège pas, elle vous exploite. La France est le problème, pas la solution. Que ce récit soit exact ou exagéré, importe peu. Il correspond à une colère réelle. Et une colère réelle, portée par une campagne habile, devient une force que rien n'arrête. Le résultat ne se fait pas attendre. Il prend la forme d'une vague de coups d'État. Au Mali, l'armée renverse le pouvoir en 2020, puis reprend totalement le contrôle en 2021, autour d'un jeune colonel, Assimi Goïta. Au Burkina Faso, 2 coups d'État s'enchaînent en 2022, portant au pouvoir un capitaine de 34 ans, Ibrahim Traoré, qui devient une véritable idole pour une partie de la jeunesse africaine. Et en 2023, c'est le tour du Niger. Le dernier partenaire fiable de Paris dans la région, le président élu est renversé, séquestré, remplacé par un général. Les analystes ont donné un nom à cette bande de pays où les militaires ont pris le pouvoir, les uns après les autres. La ceinture des coups d'État. Et tous ces nouveaux dirigeants ont un point commun. Ils désignent le même adversaire, pas seulement les djihadistes, la France.
Alors la France est priée de partir. Et cette fois, ce n'est pas une négociation, c'est une expulsion. Les troupes de Barkhane quittent le Mali, puis le Burkina Faso, puis le Niger. Les ambassadeurs français sont renvoyés, les bases militaires fermées, les médias français interdits d'antenne, les drapeaux tricolores brûlés dans les rues, sous les caméras. À la place de la France arrivent d'autres hommes. Des combattants russes, d'abord le groupe Wagner, puis, après la mort de son chef, une structure rebaptisée et directement pilotée par Moscou. Des mercenaires payés, dit-on, en or et en accès aux mines. Et les trois juntes, elles, décident de s'unir. En 2023, le Mali, le Burkina Faso et le Niger forment l'Alliance des États du Sahel. Ils claquent la porte de la communauté ouest-africaine, la CEDEAO, qu'ils accusent d'être aux ordres de Paris. Ils parlent de souveraineté, de dignité retrouvée, d'une Afrique enfin maîtresse de son destin. Sur le papier, c'est un basculement historique, la fin de la France-Afrique. Le rêve de toute une génération. Et c'est ici, précisément, que l'histoire prend un tournant que presque personne n'avait anticipé. Car la France est partie. Mais les djihadistes, eux, sont restés. Et sans la France, la situation ne s'est pas améliorée. Elle a empiré. Les mercenaires russes se sont révélés brutaux et, souvent, inefficaces contre une guérilla insaisissable. Ils ont subi de lourdes défaites, comme cette embuscade sanglante, près de la frontière algérienne, où une colonne entière est tombée dans un piège. La force de l'ONU, elle aussi, a plié bagage. Et pendant que les nouveaux pouvoirs célébraient leur souveraineté, les groupes armés, eux, avançaient, toujours plus près des villes, toujours plus près des capitales, jusqu'à l'impensable. Aujourd'hui, la capitale du Mali, Bamako, subit un blocus. Les djihadistes ne l'attaquent pas de front, ils l'étranglent. Ils coupent les routes du carburant, s'en prennent aux camions-citernes, transforment le simple fait de faire le plein en question de survie. Une capitale de plusieurs millions d'habitants, tenue à la gorge par l'ennemi même que 10 ans de guerre devaient éradiquer. Voilà le vrai visage de cette histoire. Ce n'était pas le récit héroïque d'un peuple qui chasse le colonisateur et retrouve la paix. C'était plus sombre et plus humain que cela. Des populations prises en étau. Entre des djihadistes qui avancent, des juntes qui promettent, des mercenaires qui pillent et une ancienne puissance qui désormais n'a même plus le droit de regarder. Alors, qu'a réellement perdu la France ? Elle n'a pas seulement perdu des bases militaires et des contrats, elle a perdu quelque chose de plus profond, le mythe de la France-Afrique, cette idée qu'elle resterait éternellement indispensable à cette partie du monde. En quelques années, ce mythe s'est effondré, et il ne reviendra pas. Mais il serait trop simple d'en faire seulement une défaite française. Car le Sahel, aujourd'hui, ressemble à un miroir tendu au monde entier. Il raconte la fin d'une époque, celle où quelques grandes puissances décidaient du sort de régions entières. Et il pose une question à laquelle personne n'a encore de réponse. Quand les anciens maîtres s'en vont, qui protège vraiment ceux qui restent ? La France a peut-être tout perdu au Sahel. Mais la vraie tragédie, c'est que, pour l'instant, personne n'a encore rien gagné. Et vous, quel détail de cette histoire vous a le plus surpris ? Le fait que l'intervention française en Libye ait elle-même allumé l'incendie du Sahel. Cet uranium nigérien qui éclairait la France pendant que le Niger restait dans le noir. Ou ce paradoxe final où le départ de la France a été suivi non pas par la paix, mais par le chaos. Dites-le nous dans les commentaires. Nous lisons chaque message avec attention. Si ce voyage vous a éclairé, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à travers l'histoire et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Et partagez cette vidéo, parce que ces basculements-là méritent d'être compris,
non pas à travers des slogans, mais tels qu'ils se sont vraiment déroulés. La prochaine fois, un nouveau récit, une nouvelle bascule du monde. À très bientôt, à travers l'histoire.